Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Didier Arénal, le président de EHM. Avec lui, on parlera des solutions hydrogène en matière de mobilité, notamment du premier autocar rétrofité pour passer à l'hydrogène. Le débat de notre émission porte sur l'engagement humanitaire avec l'exemple de la fondation Veolia qui mène depuis plusieurs mois une mission en Ukraine avec l'ONG Solidarités Internationales. Il s'agit notamment de fournir de l'eau potable aux régions inondées après la destruction du barrage de Kakhovka. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez les kits solaires de Sunethic fabriqués et assemblés en France. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Didier Arénal, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous Merci. êtes le président de EHM Efficient Hydrogen Motors, entreprise bretonne créée il y a 18 mois. On vous avait reçu ici même il y a peut-être 6 ou 7 mois. On va faire comme si personne ne connaissait EHM. C'est quoi ? Alors, EHM, c'est une entreprise, une start-up qui conçoit, développe et distribue des moteurs hydrogène pour décarboner la mobilité lourde. Mobilité lourde, on va évidemment entrer dans le détail des moteurs spécifiques, alors sans être trop technique, quelle puissance et quels usages surtout ? Alors, sans être trop spécifique, en fait, on a plusieurs brevets. L'entreprise a plusieurs brevets de manière à mettre donc, de l'hydrogène dans les moteurs avec une nouvelle innovation. Et ça nous permet d'aller au marché avec cette innovation. On est sur un moteur 5 temps, un peu différent des traditionnels 4 temps. Et c'est pour donc aujourd'hui décarboner les autocars et les camions. Oui, donc on est quand même sur une puissance importante, Oui. donc technologie brevetée, c'est ce Tout que à vous fait. venez de nous dire, avec aussi, et je voudrais qu'on en parle un moment, un écosystème breton de l'hydrogène, en quelque sorte, on peut dire ça ? Alors, on a commencé avec la région Bretagne parce qu'elle les a vraiment soutenues et ça fait partie des premières fers de lance que l'on a pu avoir. Et aujourd'hui, pour aller donc au national en France et en Europe, nous avons un partenaire qui s'appelle Alliance Automotive, qui a 220 garages en France, qui nous soutient. Et il y a plein d'industriels aussi bretons et nationaux qui nous soutiennent. Quels sont les moyens de transport concernés quand on parle de mobilité lourde ou de mobilité hydrogène pour la mobilité lourde ? Alors, par exemple, si on prend l'autocar, là, que nous sommes en rétrofit donc sur le marché français, il faut imaginer qu'avec le groupe Transdev qui nous fait confiance, ils ont environ 30 000 autocars sur le territoire national. Donc qui roulent au bon vieux gasoil, aujourd'hui. Derrière, Bon. Et quand vous êtes à vélo, Oui, on le sent tout de suite et on s'en rend compte. Donc là, vous avez pour la première fois rétrofité, on rappelle ce que c'est vous remplacez le moteur thermique qui fonctionnait au gasoil par votre moteur qui fonctionne à l'hydrogène, c'est ça le rétrofit ? Oui, voilà, c'est certainement. En fait, on enlève l'ancien moteur, on le remplace par notre moteur innovant, donc ça va être un moteur neuf. On rajoute des bouteilles d'hydrogène pour faire la distance que l'on souhaite. Ça va être des bouteilles qui vont être entre 350 ou 700 bars. Voilà. Et quand vous serez derrière l'autobus, vous pourrez respirer normalement parce que c'est de la vapeur d'eau qui va sortir. Ouais. Alors, vous l'avez dit, ce sont des bouteilles, parce que quand on parle mobilité hydrogène, il y a toujours la question des réservoirs, de la protection des réservoirs. Ça, c'est une question que vous adressez comment ? Alors ça, aujourd'hui, c'est une question qui est un peu derrière nous parce qu'aujourd'hui, il y a des gros industriels qui ont pris le sujet à bras-le-corps, des industriels français et européens. Et donc, quand on charge le réservoir entre 10 minutes environ pour un autocar, les réservoirs vont être soit sur le dessus, un peu, vous savez, comme les autocars à gaz, on va dire, plus traditionnels, ou soit en soute quand l'autocar le permet. Oui, d'accord. Donc ça a été intégré. Ça ouvre des perspectives pour d'autres formes de mobilité lourde ? Alors, ça, c'est les premiers marchés. Nous avons eu aussi le groupe Shiver qui nous a fait confiance sur cette partie-là. C'est donc une grosse entreprise qui se trouve dans l'est de la France et ils ont près de 250 magasins, des petites supérettes, et ils ont plus de 100 camions à la route aujourd'hui. Et ils nous font confiance sur la partie 44 tonnes, et c'est pareil, on est vraiment dans la décarbonation positive, et sachant que eux, ils vont produire, c'est là où on change le paradigme, ils vont produire leur hydrogène à l'intérieur de leur entreprise. Ok, et c'est pareil, vous allez rétrofiter leur camion ? Oui, tout à fait, on prend leur camion 44 tonnes, on le remplace avec notre moteur et on repart à la route. Vous l'avez modélisé, j'imagine, quel coût, quels avantages par rapport à un camion neuf ?
Alors, par rapport à un camion neuf, aujourd'hui, sur le marché, vous avez des camions électriques qui valent une petite fortune. Hein. Le prix, notre solution est environ divisé par entre 2 et 3 fois moins cher. Donc, pour les TCO des entreprises, c'est beaucoup mieux. Et les avantages que vous avez aujourd'hui, vous avez pas 50 solutions à disposition quand vous êtes, on va dire, industriel ou quand vous êtes acheteur de cette solution, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui motive vos partenaires, vos clients? C'est le bilan carbone de l'entreprise en général, l'engagement environnemental, peut-être aussi des économies à terme? Qu'est-ce qui les motive? Ça, c'est une très bonne question, d'ailleurs. C'est une très bonne question. Je pense, parce qu'on a discuté pas mal avec eux, c'est des gens qui sont déjà entrepreneurs dans l'âme, déjà, et qui veulent avoir le coup d'avance par rapport aux autres confrères. Et ils sont vraiment dans les choses positives, quoi. Ils n'attendent pas que les choses arrivent pour agir. Ils agissent avant pour aller donc proposer différentes solutions. Si on prend l'exemple de Transdev, donc là, c'est un premier autocar. La perspective, vous nous avez dit le nombre d'autocars qui sont en circulation, c'est quoi? C'est de rétrofiter l'ensemble de la flotte, une toute petite partie de l'ensemble de la flotte, vous seriez ravis, mais quelle est leur ambition en la matière? Non, leur ambition, ils sont vraiment dans la décarbonation, ils cherchent des solutions, comme beaucoup d'ailleurs d'entrepreneurs et puis de gens qui font du transport. Leur ambition, c'est vraiment de décarboner, parce que eux aussi, leurs clients leur demandent de décarboner, les régions, et puis vous comme moi, bien sûr, les clients, on souhaite aller, les usagers du quotidien, on souhaite aller dans un autocar décarboné. Donc c'est avant tout ça qui les motive. Et derrière, il y a plusieurs centaines d'unités par an. Derrière, est-ce que la filière de production de l'hydrogène, parce que tout ça n'a du sens que si cet hydrogène il est vert, est-ce que la production d'hydrogène suit? On en est où? Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui se positionnent et en France, il y a quelques dizaines de stations hydrogène vert. On parle bien d'hydrogène vert, autrement ça n'a strictement aucun sens. On est entièrement d'accord. Mais là, avec les différents acteurs français que l'on a, les gens viennent nous voir aujourd'hui et dans 2 à 3 ans, vous allez avoir pratiquement sur tout le territoire des stations avec de l'hydrogène vert fabriqué. Alors il y a d'autres usages, j'ai vu une benne à ordures à hydrogène par exemple, et puis alors j'ai vu ce partenariat avec Novacamp, c'est une entreprise qui fournit des équipements, des bases vie notamment à l'armée française. C'est quoi, ce sont des modèles de générateurs sur lesquels vous travaillez, c'est ça? Alors Novacamp, c'est une belle PME, ETI française qui propose à l'armée française et aux différentes armées des bases vie entièrement autonomes. Et là, nous, on serait avec eux sur le spectre génération d'énergie. Et il y a une autre aussi vocation et possibilité, c'est que quand vous faites de l'hydrogène, vous avez de la vapeur d'eau, et on peut aussi récupérer cette vapeur d'eau pour faire de l'eau potable pour les bases vie. Donc ça, c'est encore un projet, c'est déjà signé, d'accord, c'est encore un peu dans les cartons. Voilà, on est plus en R&D sur ce sujet, mais connaissant l'entreprise dont vous parlez, donc Novacamp, il n'y a aucun doute que ça va aller au marché. Dernière question sur l'usage, là on parle de mobilité lourde ou alors de générateurs, mais pour des voitures de monsieur tout le monde, est-ce que ça a du sens de partir vers la motorisation hydrogène? Alors, ça, il y a plein de gens qui nous le demandent, mais pourquoi, Didier, tu ne vas pas faire des voitures hydrogène? Bon, déjà, ce n'est pas du tout les mêmes budgets au niveau industrialisation. Là, nous, on est déjà sur quelques centaines de millions d'euros pour industrialiser. Si vous êtes dans la voiture, on parle plutôt de milliards. Donc là, c'est vraiment pas notre projet. Par contre, il y a des gens comme Toyota, il y a les Allemands aussi qui travaillent sur la voiture hydrogène, et on sait en off qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur le sujet. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y aura un mix qui va se faire sur le sujet entre l'électricité et l'hydrogène. Et donc, ça veut dire qu'on peut imaginer que la réglementation européenne, qui pour l'instant dit 100% électrique, fin de l'achat de voitures thermiques en 2035, on va intégrer l'hydrogène là-dedans? Alors, en fait, la réglementation aujourd'hui dit arrêt des voitures essence et diesel. Elle n'a jamais parlé des moteurs hydrogène, l'arrêt des moteurs hydrogène. Parce la moteur hydrogène ne pollue pas. Donc, là, c'est le mix et le flou qu'il peut avoir au niveau français. Mais à l'Europe, il n'y a pas de flou. Les moteurs hydrogène sont bien inclus dans des moteurs qui ne polluent pas. Merci beaucoup Didier Arénal, bon vent à EHM et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat engagement humanitaire au programme.
Je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Marie Gaverio, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes volontaire Veolia Force à la Fondation Veolia. Alain Coutan, bonjour et bienvenue. Bonjour Thomas. Directeur régional de l'ONG Solidarités Internationales. On va parler ensemble de cette mission menée depuis des mois en Ukraine après la destruction du barrage de Kakhovka. Mais d'abord, Marie Gaverio, un mot de votre engagement personnel. Vous êtes ingénieur chez Veolia. Pourquoi vous êtes devenu volontaire Veolia Force ? J'ai entendu parler de la Fondation Veolia lorsque je suis rentrée en tant que stagiaire en 2013 et ça a tout de suite attiré mon attention. La particularité de la Fondation, c'est qu'elle fait à la fois du mécénat financier, mais surtout du mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est le fait de s'appuyer sur l'expertise des collaborateurs pour venir appuyer certains projets. Et pour moi, c'est quelque chose qui donne du sens à nos métiers parce qu'on est amené vraiment à travailler sur des projets un petit peu particuliers et qui nous tiennent à cœur. Vous êtes ingénieur chez Veolia Water Technologies, donc quand vous travaillez sur une mission, vous êtes détaché en quelque sorte de l'entreprise, c'est ça ? Exactement. On est contacté par la Fondation qui nous explique un petit peu le but de la mission. Et ensuite, avec accord de notre hiérarchie, on est mis à disposition pour un temps imparti pour la Fondation. D'accord. Une présentation de Solidarité Internationale pour commencer, Alain Coutan, ONG qui existe depuis, je crois, plus de 40 ans, c'est ça ? Depuis plus de 40 ans, 1980, la première mission en Afghanistan. Quelle mission ? Quel est votre rôle ? Alors le rôle, on travaille principalement en urgence, donc avec 3 gros piliers qui sont autour de l'accès à l'eau, l'assainissement, l'hygiène. Deuxième pilier qui est autour de la nourriture, la sécurité alimentaire et les moyens d'existence. Un troisième pilier qui est autour des abris, donc on a en résumé boire, manger et s'abriter. Ouais. Est-ce que vous voyez, vous devez intervenir de plus en plus à cause de catastrophes climatiques liées, on va dire, à la fréquence ou à la puissance de ces catastrophes ? Oui, est-ce que vous le ressentez, ça ? Oui, on le ressent. On le ressent si on parle, par exemple, tout simplement sur les crises de réfugiés. Ouais. Il y a une augmentation de l'intensité et du nombre de personnes victimes ou en mouvement, des personnes réfugiées, liées à des changements climatiques qui va impacter négativement leurs moyens de subsistance, là où ils vivent, et donc ils se déplacent. Là, on va parler de l'Ukraine ensemble. Donc, cette mission lancée en juin dernier, ça commence le 6 juin. Vous vous en souvenez avec la destruction du barrage de Kakhovka. Catastrophe humanitaire et écologique pour la région. On peut peut-être commencer par ça, rappeler ce que ça a provoqué, Marie Gaverio. Oui, le barrage, effectivement, l'explosion du barrage, ça a eu des conséquences à la fois en amont et en aval du barrage, avec, je crois, plus de 700 000 mètres cubes d'eau qui se sont déversés. Donc, une inondation des infrastructures en aval du barrage, mais également un assèchement en amont et énormément de pollution des cours d'eau qui peuvent rendre les ressources difficilement utilisables pour produire de l'eau potable. Comment se décide une intervention de la Fondation Veolia ou de Veolia Force dans ce cas-là ? Puisque la France décide d'abord d'aider les populations locales. Comment vous rentrez dans ce dispositif en quelque sorte ? La Fondation Veolia, elle est en contact et en partenariat avec les ONG. Donc, c'est des partenariats qui sont déjà établis. Alain pourra en parler plus en détail. Et donc, lorsqu'il y a une alerte liée à une catastrophe, un conflit, etc., les permanents de la Fondation vont se mettre en relation avec l'ONG pour justement venir s'enquérir des besoins et éventuellement planifier une intervention ensuite conjointement avec le partenaire. Ouais, donc là, vous partez relativement vite, moins de 10 jours après la destruction, si je ne me trompe pas. Avec quel matériel ? C'était quoi l'objectif ? Alors l'objectif, c'était de pouvoir mettre en place un approvisionnement en eau potable en l'attente, on va dire, de la réhabilitation des différents ouvrages. Donc la Fondation a fait don de 5 Aquaforce 2000. Donc les Aquaforce 2000, ce sont des machines de potabilisation de l'eau en urgence qui ont été développées par la Fondation Veolia. L'idée, c'est qu'elles soient le plus mobiles, le plus robustes possible pour être installées dans des contextes particuliers, type catastrophe naturelle ou camp de personnes déplacées. Donc la Fondation a envoyé ce matériel en Ukraine et le but de ma mission, c'était d'aller former les personnels de Solidarité Internationale qui allaient ensuite être amenés à les déployer sur le terrain. Alain Coutan, l'eau potable, on doit le rappeler, pourquoi c'est un enjeu majeur dans un cas comme celui-là ou d'une manière générale quand vous intervenez ? Alors, c'est un enjeu de survie déjà, tout simplement, soyons clairs. Sans eau, voilà. C'est aussi un enjeu de prévention des maladies hydriques. C'est un enjeu de cohésion sociale. C'est un enjeu aussi pour les populations d'être en capacité. C'est une des conditions de retour quand vous voulez revenir chez vous. Les services de base doivent être là, et un des services de base principaux va être l'accès à l'eau potable, et en quantité et à coût raisonnable. Dans le cas particulier, dans cette région d'Ukraine, quelles étaient les
les difficultés, les défis à relever, l'urgence dans laquelle il a fallu intervenir? Alors, les difficultés, c'est qu'on avait notamment par rapport à l'utilisation de ces pompes, c'est qu'on s'est retrouvé donc pas loin de la ligne de front, avec quelques équipes. Quelques dizaines de kilomètres, c'est ça? Même moins, certaines fois. Et lorsqu'on les mettait en fonctionnement pour potabiliser l'eau, on pouvait se retrouver avec pas très loin, moins de 10 km, l'armée ukrainienne en position défensive. Et donc, évidemment, on a des analyses sécuritaires et des plans de sécurité qui nous font penser, qui nous désignent justement les zones sur lesquelles on ne doit plus aller. Ça, c'est une des principales contraintes sur l'utilisation de ces pompes. On va avoir des contraintes aussi de discussion avec les autorités locales, qui sont évidemment le fer de lance de la réponse, et avec lequel on doit discuter en permanence de l'utilisation ou pas dans telle zone ou dans tel village de ces pompes. On est quoi 4 mois, un peu plus de 4 mois après la destruction, elles sont toujours en usage, ces stations mobiles. Ouais. Elles ont bougé d'ailleurs, puisque vous le disiez, elles sont mobiles. Elles bougent régulièrement, oui. Alors, elles étaient d'abord sur 2 zones des oblasts de l'Est, du côté de Kharkiv et du côté de Nikolaïev-Kherson. Et maintenant, les 4 sont à Kharkiv. Elles ont l'avantage d'être mobiles, ce qui fait que ça nous donne la capacité, même en post-urgence maintenant, comme vous le disiez, 4 mois après, d'être en capacité d'identifier de nouveaux besoins qui ne sont peut-être pas liés à la destruction du barrage, mais sur lesquels nous, on peut intervenir en potabilisation, puisqu'on a maintenant ces pompes directement sur place et tout le processus d'importation, de formation par la Fondation Veolia a été fait. Donc ça nous donne cette capacité de réponse en urgence. C'est long d'ailleurs de former à l'utilisation de ces stations mobiles. Alors là, la formation s'est tenue sur 3 jours. Avec à la fois une partie théorique où on apprend comment bien choisir le site pour installer l'Aquaforce, comment bien choisir la ressource que l'on va utiliser, et ensuite une formation, on va dire, pratique, et c'est vraiment le cœur de la formation. On apprend à déployer la machine, à l'opérer, on fait des exercices de simulation. Donc en 3 jours, on arrive à avoir des équipes qui sont capables ensuite de déployer, opérer et maintenir la machine, et également la reconditionner si elle a besoin d'être déplacée. Et l'idée, c'était vraiment de former les chefs d'équipe pour qu'ensuite ils puissent transmettre aussi cette connaissance aux opérateurs sur le terrain. Cette formation, elle se passe ici en France ou déjà sur le terrain en Ukraine? Comment ça s'est passé? Alors la formation, elle s'est passée après l'arrivée du matériel en Ukraine et elle s'est tenue à Lviv, donc à 2 heures de la frontière polonaise. On ne pouvait pas faire la formation vraiment à l'endroit où elles allaient être déployées à cause du contexte sécuritaire qu'Alain évoquait. Donc la formation s'est tenue à Lviv sur 3 jours et on a déplacé en fait les chefs d'équipe jusqu'à Lviv pour suivre la formation. L'eau, c'est souvent la raison principale ou la première raison pour laquelle Veolia va intervenir en urgence? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de missions dans beaucoup de pays. Oui, il y a beaucoup de missions et comme je le disais, ça s'appuie sur tous les métiers de notre groupe. Donc c'est à la fois l'eau, l'assainissement, les déchets, l'énergie. Donc on peut intervenir sur tout un panel d'activités différentes. C'est vrai qu'on a ici un accent sur l'eau avec les stations de potabilisation, mais ça ne se limite pas à ça. Pour vous, de quoi vous avez plus besoin? Ça dépend de la mission, ça dépend. Là, c'était clairement l'eau parce que c'est ce que vous avez dit, c'est la survie, c'est les maladies qui peuvent survenir. Parfois, c'est quoi? C'est de l'aide alimentaire, c'est remettre l'électricité, Ça va dépendre du contexte, du moment. Ça va dépendre de l'analyse des besoins que nous en faisons. Et si en l'occurrence, comme on est multi-activités, on détecte des priorités. Et puis là, en l'occurrence, c'était une réponse en urgence suite à la destruction du barrage sur de l'eau, dans lequel on a cherché une complémentarité. Nous avions les équipes, on avait l'accès, on a l'expertise, mais il nous manquait le matériel et la formation derrière ce matériel. Donc c'est comme ça qu'on articule rapidement une réponse en urgence avec un partenariat technique. Et quelle est la situation sur place aujourd'hui dans cette région de l'Ukraine? Alors la situation c'est une situation statique d'un point de vue conflit. Les zones sont maintenant plus ou moins à l'abri de bombardements, mais ça revient régulièrement. Donc c'est des zones qui sont encore difficiles d'accès. C'est des zones sur lesquelles il y a assez peu de retour encore, puisque les conditions de base du retour ne sont pas encore là. On parle encore des bombardements de temps en temps, des mines. On parle de services de base qui ne sont pas encore rétablis, que ce soit l'école, l'accès à l'eau, etc. Donc on est sur une situation un peu statique. Il y a moins de déplacements qu'il n'y en a eu, mais il y a peu de retour non plus.
Marc Gaverio, vous êtes nombreux à avoir intégré comme ça Veolia Force au sein de la fondation Veolia? Alors, la Veolia Force, c'est un pool de 450 à 500 volontaires, comme je disais, sur tous les métiers du groupe. Donc, on a une bonne diversité d'experts qui peuvent être appelés pour intervenir en fonction des besoins. Ouais. La prochaine, vous savez déjà, depuis l'Ukraine, il y a eu d'autres déploiements, d'autres missions à lesquelles vous avez participé ou pas forcément? Moi, personnellement, non, mais d'autres volontaires, oui. Et ça peut être à la fois sur de l'urgence, mais également sur des projets de développement. Il y a des projets de plus long cours, comme un projet de réhabilitation d'une station d'eau potable au Congo pour la lutte contre les épidémies de choléra qui sont cycliques. Donc, on intervient à la fois sur de l'urgence et sur du développement. Et vous êtes toujours adossé à une ONG, notamment Solidarité Internationale. Vous y allez jamais, entre guillemets, tout seul? Comment ça se passe? Principalement, non. On est généralement intégré. En fait, quand un volontaire part, il est intégré au staff de l'ONG. Ça peut arriver également qu'on s'appuie sur les entités Veolia locales, mais c'est plus rare. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Bravo pour cet engagement. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. Smart Ideas, notre rubrique Start-up éco-responsable. Je vous présente mon invité Thomas Cotier. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue des Thomas, fondateur de Sunethic. Vous l'avez créé il y a moins d'1 an. Avec quelle idée? Racontez-moi. L'idée, c'était de permettre au maximum de particuliers français de profiter de l'énergie solaire pour à la fois leur permettre de gagner en pouvoir d'achat, de faire des économies sur la facture d'électricité et aussi de participer à la transition énergétique en leur réduisant leur impact carbone. Donc c'est quoi? C'est une petite station solaire, c'est ça? C'est une station de panneaux solaires qu'on branche à une simple prise de courant. Donc voilà, c'est un produit qui est assez nouveau et qui n'est pas très connu des Français. Et donc on vient juste brancher des panneaux solaires à une simple prise de courant en 5 minutes, vraiment chrono. Et donc on va pouvoir alimenter tout son circuit électrique de maison à travers cette prise. Mais alors, c'est ça qui, moi, m'étonne. Le fait de brancher, c'est vraiment du plug and play, de brancher finalement la station solaire à une prise de courant de base, ça va irriguer toute la consommation électrique de l'appartement et de la maison, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est vrai que c'est le plus étonnant, en fait, le fonctionnement, il faut bien l'expliquer aux particuliers, mais on se sert de la prise, les prises fonctionnent à double sens, en réalité, et donc on vient injecter l'électricité solaire dans la prise, et il y a une loi physique de l'électricité qui est bien faite, c'est que, en fait, les appareils vont prendre en priorité l'électricité qui vient du chemin le plus court. Donc, aussitôt qu'on branche, les appareils de sa maison vont utiliser cette électricité solaire et ça va faire diminuer tout de suite la consommation du réseau EDF. Donc, dès qu'on branche, on économise. Et on peut couvrir les besoins d'électricité d'un petit appartement, d'un grand appartement? Tout dépend du nombre de panneaux qu'on installe, mais en général, avec 2 panneaux, qui est l'offre la plus achetée chez Sunethic, 2 panneaux 800 watts en puissance crête. Du coup, ça permet de couvrir les besoins annuels d'un réfrigérateur, d'une machine à laver, d'un lave-vaisselle, d'une télévision, d'un ordinateur, de 2 recharges de smartphone par an et d'une box décodeur TV. Oui, donc c'est une large part, on va dire, de la consommation annuelle. C'est environ 250 € d'économie par an au maximum, entre 200 et 250 € d'économie par an. Et alors justement, le coût de l'installation et le retour sur investissement, c'est assez rapide ou ça prend quand même quelques années? C'est de plus en plus rapide puisque les panneaux solaires les prix des panneaux solaires ont bien diminué depuis quelques années avec la hausse du marché. Et là, par exemple, nous, on garantit des rentabilités en moins de 7 ans partout en France. Donc plutôt 7 ans dans le nord de la France et plutôt 5 ans dans le sud de la France. Donc c'est ultra rapide et tout est garanti 20 ans, plus les panneaux 25 ans. Donc voilà, aujourd'hui, quand on achète du bon matériel de qualité au vrai prix du marché, voilà, parce que ça, c'est une autre question, le solaire, c'est vraiment très rentable et ça n'a jamais été aussi rentable qu'aujourd'hui. Ils sont fabriqués en France, vos panneaux solaires? Tout à fait. Nous, c'est un point qui nous différencie par rapport à nos confrères qui font un peu le même produit, plug and play, station solaire plug and play. On a vraiment fait le choix d'utiliser que des marques qui assemblent et fabriquent des panneaux en France. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y en a que 2. Voilà, la
Chine a pris beaucoup d'avance depuis des décennies et nous, c'était pas vraiment un combat en France. Et là, on utilise des panneaux qui sont fabriqués à Strasbourg. C'est la marque Voltex Solar. On a eu le plaisir de visiter leur usine il y a 15 jours. Ils ont près de 150 employés. Et voilà, ils font beaucoup d'efforts pour développer la filière photovoltaïque en France. Et donc, on est fiers de défendre le produit et les emplois, du coup, en France. Évidemment, avec une recyclabilité du produit lui-même, c'est-à-dire si on parle de la durée de vie, tout son cycle de vie. Oui, des panneaux solaires aujourd'hui, c'est 30 ans à peu près, la moyenne, la durée de vie d'un panneau solaire. Et il faut savoir que ça se recycle très bien à 94% quasiment. Donc c'est essentiellement du verre et de l'aluminium, un panneau solaire. Et il y a la filière qui est très bien organisée en France, qui collecte et qui recycle les panneaux. Merci beaucoup, merci Thomas Cotier. Bon soleil à Sunethic et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billat qui est en charge de la programmation et de la production, le réalisateur Xavier Sanchez et Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Salut.